Bonjour à toutes et tous. Merci d'être encore parmi nous pour cette dernière table ronde de la journée. Tout au long de la journée, nous avons eu la chance d'entendre des témoignages d'acteurs qui sont venus d'horizons très différents. Donc on a vu que ce soit du secteur public, du secteur privé, de la société civile, mais également du monde académique et de la recherche. Tous ces acteurs ont partagé les efforts réalisés au cours de ces 10 dernières années pour mettre en œuvre les objectifs de l'accord de Paris. La diversité des profils réunis, y compris aujourd'hui autour de cette table ronde, montre bien que le climat est l'affaire de tous. Il apparaît aussi clairement que nous devons agir ensemble et de façon coordonnée pour relever collectivement les défis de l'urgence climatique et renforcer nos efforts à plus grande échelle. Cette dernière table ronde sera justement l'occasion de mettre en avant les collaborations déjà engagées, mais aussi celles à venir, pour renforcer notre action en faveur du climat. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Jean Burkhardt, qui est directeur du plaidoyer chez WWF France, Colline Vaillant, qui est responsable RSE et climat chez Swile, et Cécile Génaud, qui est chef de cabinet à l'Office français de la biodiversité. Jean, je me tourne d'abord vers vous, enfin vers toi, c'est vrai qu'on se tutoie. Depuis ce matin, nous avons beaucoup parlé de l'évolution de la conscience climatique depuis l'accord de Paris. Est-ce que tu peux nous dire comment cette évolution se manifeste pour un acteur tel que WWF et quels sont d'après toi les principaux défis qui se posent désormais ? Merci beaucoup, merci pour l'accueil. En effet, c'est un moment compliqué qu'on vit parce que les 10 ans de l'accord de Paris nous renvoient à des images qu'on avait un petit peu oubliées, qui nous paraissent très lointaines, et je les ai revues et on risque de beaucoup les revoir dans les jours qui viennent. Ce moment de l'accord de Paris, ce moment où tout le monde se réjouit, il y a beaucoup d'émotions, il y avait un cap qui avait vraiment été franchi en 2015 quand les États du monde entier se sont mis d'accord pour dire nous allons restreindre le changement climatique, la hausse des températures à 1,5 degré. C'était un aboutissement énorme et il y avait le sentiment d'avoir franchi une étape incroyable, presque c'était la fin des problèmes en un sens qui apparaissait devant nous. Et 10 ans plus tard, il faut bien reconnaître que les problèmes sont toujours devant nous, se sont aggravés. À chaque COP, on a le même sentiment d'urgence et d'incapacité, d'impuissance. On ne retrouve pas l'élan qu'on avait connu en 2015. Il y a vraiment un sentiment vraiment de frustration, de déception qui se creuse, notamment dans les ONG. Alors même qu'il y a eu des avancées, il faut quand même rappeler que les dernières COP, même si elles n'ont pas eu l'écho peut-être de la COP 21, ont permis d'annoncer la sortie du charbon, d'annoncer la transition transition away, donc je ne sais jamais comment le traduire, mais la sortie progressive en tout cas des énergies fossiles, le cap des 300 milliards de dollars par an à verser des pays développés vers les pays en développement. Donc, ça avance, mais malgré tout, on a bien le sentiment que les progrès sont lents et de plus en plus, depuis 1 an ou 2, on a même le sentiment qu'il y a des reculs. C'est le fameux backlash environnemental. Backlash qui, évidemment, en tant qu'ONG, nous préoccupe au premier plan. Alors, pourquoi ce backlash et quels sont du coup ces fameux défis auxquels on est confronté 10 ans après les accords de Paris ? Tout simplement, lors des accords de Paris, on avait fixé un objectif et depuis qu'on a fixé cet objectif, eh bien, vient le moment difficile de la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est se rendre compte, d'une part, que c'est compliqué, parce que changer le cours du réchauffement climatique, ça implique de changer radicalement nos modes de vie, radicalement nos modes de société. Quand on découvre qu'on ne va plus pouvoir manger de viande, qu'il va falloir rouler en véhicule électrique, qu'on va arrêter de faire des week-ends à l'autre bout du monde en avion, quand on découvre tous ces changements qui vont perturber notre quotidien, enfin celui auquel on s'était habitué depuis une cinquantaine d'années, ça commence évidemment un petit peu à crisper. Et là, on se demande, est-ce que vraiment ça vaut le coup, vu que dans tous les cas les températures vont augmenter, est-ce que vraiment ça vaut le coup de changer si radicalement nos modes de vie ? Et puis, deuxième défi, c'est qu'en plus, ça va coûter cher, ça va coûter plus cher. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'argent pour financer un mode de vie qui, en apparence, ne nous convient pas trop. Donc, c'est là, vraiment, pour moi, les deux grands défis auxquels on est confronté. C'est dans la mise en œuvre, se rendre compte qu'on va devoir changer nos modes de vie. Et deuxièmement, que ça va coûter de l'argent. Et pour une association comme le WWF, on est passé du moment où, en 2015, on a eu la satisfaction de voir que voilà, on avait eu raison, on a eu la satisfaction de se dire que tout le monde maintenant nous a rejoints sur ce constat du changement climatique et de la nécessité d'agir.
Mais maintenant, on se demande comment est-ce qu'on fait pour accompagner la mise en œuvre de cette transition climatique, cette transition vers la neutralité carbone. Et pour ça, ça implique de sortir du rôle d'expertise qu'on pouvait avoir, de sortir de juste annoncer que voilà, la science nous dit que ça, et donc vous devez changer comme ça. Il faut qu'on travaille davantage avec deux types d'acteurs, qui sont les associations qui ne travaillent pas sur le changement climatique. Je pense aux associations de santé, aux associations de consommateurs, aux syndicats, ceux qui voilà, représentent le travail, parce que c'est eux aussi dont les modes de vie, les modes de société vont changer. Donc on a besoin de se rapprocher d'eux pour comprendre leurs enjeux et essayer de travailler ensemble. Et puis, évidemment, le deuxième acteur dont on s'est beaucoup rapproché, ce sont les entreprises. Donc le VVF a la chance de travailler depuis très longtemps avec des entreprises, mais maintenant, ce qu'on fait de plus en plus, c'est que quand on porte des propositions de plaidoyer, quand on va parler de la loi du plomb, quand on va parler d'énergie, on va le faire avec des entreprises pour bien montrer que ce ne sont pas juste les lubies d'écolos dans leur coin, c'est un discours qui est étayé par l'expérience des entreprises et qui est porté avec les entreprises parce qu'il y a une réalité économique derrière la réalité écologique. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Merci. Colline, je me tourne maintenant vers toi. Swile est une entreprise jeune qui a à peine 8 ans d'existence et qui a été donc fondée après l'accord de Paris. Vous avez décidé assez rapidement d'intégrer les enjeux environnementaux afin de concilier performance économique et action climatique. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle a été votre prise de conscience et comment est-ce que vous êtes parvenu à changer de paradigme pour intégrer en fait un modèle de développement bas carbone? Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, on est une jeune pousse. On n'a pas ce recul de où on était, ce qu'on faisait chez Swile lors de l'accord de Paris. On est une très jeune entreprise, effectivement, et pour tout vous dire, les préoccupations environnementales, elles ne tombaient pas sous le sens. À la base, nous, Swile, on est une entreprise qui s'est créée plutôt sur une promesse, une valeur à vocation sociale. Pour dire deux mots sur ce qu'on fait, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, on vient proposer des solutions innovantes sur le secteur des avantages salariés. Donc, on est connu en particulier pour les titres restaurants, la carte Swile. On fait aussi des titres cadeaux, on fait le forfait mobilité durable. Aujourd'hui, on a aussi une plateforme de réservation des voyages professionnels, déplacements professionnels. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient innover sur ces secteurs en proposant des solutions digitales qui viennent lever les frictions à l'usage. Donc, faire en sorte que pour l'utilisateur final et pour le gestionnaire qui gère tout ça, ce soit beaucoup plus facile, que ce soit fun aussi, que ce soit agréable. Et puis, on a aussi on rentre aussi dans une logique de pouvoir d'achat sur ces sujets-là. Donc voilà, c'était plutôt ça nos préoccupations à la base. Mais elles sont venues quand même assez rapidement, les préoccupations environnementales, et elles sont arrivées de nos clients. De nos clients qui nous interrogeaient petit à petit sur ces questions-là. Nous, le département RSE, on a été créé en 2022 et on a vu les premiers signaux faibles, on va dire, arriver avec une question qui revenait de plus en plus, qui était toute simple. C'était quel est l'impact environnemental de votre service ? Donc ça peut paraître une question vraiment simple, mais finalement, on n'avait pas la réponse à cette question du tout. On avait une intuition. Donc typiquement, on avait vraiment cette intuition qu'on allait vers le mieux en proposant des services digitalisés, mais on n'avait pas les chiffres. Donc ce qu'on a fait en premier lieu, c'est qu'on a fait une analyse de cycle de vie, qui est une analyse, une méthodologie basée sur les normes ISO. On s'est fait accompagner par un cabinet de conseil qui s'appelle Bearing Point pour faire ça, et qui compare vraiment l'impact environnemental sur 16 critères environnementaux de l'impact du titre restaurant en version chèque papier, que vous avez sûrement connu dans le passé, de la version carte, qui était l'innovation que Swile proposait sur le marché, jusqu'à la version carte digitale. Donc là, l'idée, c'est de ne plus avoir de support physique du tout et de simplement avoir la carte en version virtuelle sur son téléphone.
Et effectivement, notre intuition était bonne. Cette analyse de cycle de vie, elle est venue confirmer ce qu'on pensait, à savoir que la digitalisation apportait des bénéfices certains. J'ai une petite slide pour étayer mes propos, qui doit être ici. Voilà. Donc elle est venue démontrer tout ça. Donc, pour tout vous dire, ça fait le lien un petit peu avec la table ronde de ce matin sur la science. Nous, la CV, c'était un peu notre rapport du GIEC à nous. 180 pages, vraiment une expertise hyper pointue. Donc on a eu besoin de vulgariser tout ça. Et c'est vraiment ce qu'on a fait. On a vraiment synthétisé tout ça et on a mis cette information hyper fiable dans les mains de nos clients. On leur a vraiment transmis cette donnée de manière hyper transparente et ça a eu un écho extrêmement positif puisque pour la première fois, ils étaient en mesure de savoir, quand ils passaient commande chez Swile, quel était l'impact environnemental finalement de travailler avec nous, de s'équiper des titres restaurants chez Swile. Et ça a été un premier ancrage, on va dire, dans le fait de mettre les questions environnementales au cœur de notre business model, puisque ça touche à, concrètement, ce qu'on fait, notre raison d'être chez Swile, qui est de vendre des titres restaurants digitalisés. Donc ça a super bien marché, ça nous a permis aussi de mesurer le bénéfice de ce qu'on fait, on va dire notre impact sur le marché, dans cet accompagnement qui vise à faire shifter le marché des titres restaurants papier aux titres resto digitalisés. Et c'est assez conséquent. On a mesuré, par exemple, qu'en 1 an et demi, on a basculé 300 000 utilisateurs. Je crois que c'est de tête 17 millions de litres d'eau économisés, plus de 110 tonnes de CO2. Voilà, donc c'est assez conséquent. Donc bien évidemment, c'est qu'un début. On sait qu'il y a l'acte d'achat, mais il y a tout ce qui se passe derrière aussi. Qu'est-ce qu'on va acheter ensuite avec le titre restaurant? Qu'est-ce qu'on met dans son assiette? Mais voilà, c'était vraiment un début. Et pour vous dire, ce qui s'est passé avec ça chez Swile, c'est que c'est devenu un différenciateur hyper fort en fait. Une des particularités qu'on a chez Swile, et c'est aussi quelque chose qu'on a vu monter crescendo, on voit de plus en plus monter les préoccupations environnementales dans les appels d'offres environnementales et RSE au sens large. Et on s'est rendu compte qu'en proposant cette donnée fiable, on était vraiment en train de se différencier par la RSE, par l'action, sur le marché. Et donc, d'une part, il y avait cette info transparente, et d'autre part, on était aussi en mesure de proposer à nos clients un accompagnement pour les aider à décarboner un service chez eux. Donc ça a été vraiment déterminant. Et juste un mot pour revenir sur cette idée de comment on met les préoccupations environnementales au cœur de notre business model. Là, je vous ai donné cet exemple très précis de la mesure d'impact de notre produit. Bien évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas la RSE qui a porté ce sujet dans son coin. C'est les équipes innovation, les équipes produits. C'est aujourd'hui quelque chose qui est véhiculé par nos équipes commerciales. Donc c'est quelque chose qui est porté par le cœur du réacteur, on va dire, de l'entreprise. Et beaucoup plus largement, tout ce qu'on fait à la RSE, on le fait dans cette logique-là. On aime beaucoup reprendre l'analogie du sachet de thé. Nous, on est une petite équipe à la RSE, bien que conséquente pour une entreprise de notre taille, mais on n'a pas pour vocation de grandir. On a vraiment pour vocation d'accompagner l'évolution des métiers dans l'entreprise. Parce que c'est ça l'enjeu, en fait. C'est de faire en sorte que chaque métier s'approprie les préoccupations environnementales et RSE plus largement. Et donc, on vient infuser dans les métiers et on le fait sur l'environnement. Donc, typiquement, au-delà de cette partie produit, on a aussi notre bilan carbone, notre trajectoire de décarbonation. Elle est portée par une équipe entière chez Swile qu'on appelle la C-Team. On aime bien donner des petits noms à nos équipes. Donc, la Climate Team, qui est très transverse, qui regroupe la finance, encore une fois, le produit, les équipes RH, vie au travail, les achats, bien sûr. Et on a plein d'équipes comme ça qui font bouger les lignes et qui portent ces sujets-là. Autre sujet, pour vous donner un exemple, on est en cours de certification par le label B Corp, qui est un label assez exigeant. C'est un travail de longue haleine. Et pareil, on a une B-Team qui s'occupe de ça et qui vient vraiment porter
les exigences de cette réglementation, de cette labellisation dans chaque feuille de route de chaque département. Voilà, donc c'est pour vous illustrer comment finalement en peu de temps on a réussi à se mettre en mouvement autour de ces questions. Merci beaucoup, Colline. Cécile, je me tourne maintenant vers toi. L'OFB, donc Office français de la biodiversité, est également un établissement public récent. Comment est-ce que tu perçois aujourd'hui la place qui est accordée aux enjeux de biodiversité dans les discussions et négociations climatiques? Et en quoi est-ce que cette articulation trouve un écho particulier dans la perspective de la COP30 aujourd'hui? Bonjour à tous. Oui, donc l'Office français de la biodiversité, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a été créé en 2020. On est une agence de l'État, donc un établissement public. Et notre rôle dans les COP, et notamment la COP biodiversité, c'est d'accompagner le ministère de la Transition écologique dans les négociations. Donc on a des experts de plein de sujets et on les accompagne techniquement. Donc là, sur la COP climat, bien évidemment, on est un peu moins présent, mais on y est quand même. Et surtout, ça pose la question de pourquoi est-ce qu'il y a deux COP, celle du climat et celle de la biodiversité. À la base, elles sont toutes les deux parties d'un moment fondateur, 1992, Rio, mais elles ont fait leur chemin de manière distincte. La Convention sur le changement climatique et la Convention pour la diversité biologique. Et donc, pendant longtemps, quand on parlait climat dans les COP climat, on parlait atténuation et on n'avait pas forcément trop ces sujets biodiversité à cœur, et donc la COP biodiversité suivait son propre chemin. Depuis 2015, on parle davantage d'adaptation, et dans l'adaptation, je pense que vous en avez parlé ce matin, il y a pas mal cette idée de solutions fondées sur la nature, etc. Donc, progressivement, dans les COP, on parle un petit peu plus écosystème. Donc, on peut se dire qu'on a une vision un peu, entre guillemets, utilitariste, parce que ça va être les écosystèmes, comment ils sont au service de l'atténuation. Donc, une forêt, on la voit comme un puits de carbone. L'océan, on le voit comme un puits de carbone. On voit la nature comme des ressources qu'il faut éviter de surexploiter. Mais bon, c'est déjà un premier élément, et ça permet de parler biodiversité un peu à différents moments. On a des nouvelles COP qui arrivent, donc on a eu un très beau succès en biodiversité il n'y a pas longtemps avec l'accord BBNJ qui protège la biodiversité en haute mer, et donc on aura une COP 1 l'année prochaine sur ce sujet-là. Donc c'est pas parce qu'il se passe ce sont des discussions dans des cadres différents qu'elles n'avancent pas collectivement vers le même objectif. Et là, en plus, la COP à Belém, elle est dans un endroit emblématique, la forêt amazonienne, qui est bien sûr vue comme encore une fois un réservoir de carbone, mais pas que, puisque c'est un lieu de richesse biologique qui est inestimable. Donc voilà, les deux COP ont beau avancer de manière distincte, elles suivent un peu les mêmes objectifs. Et dans la COP, mais je pense que Jean le sait un peu mieux que moi, il y a quand même des discussions biodiversité, notamment sur les forêts tropicales, je sais pas comment on dit, T3F, TFFF, le Fonds de conservation des forêts tropicales. Il y aura encore une fois les solutions fondées sur la nature. Donc on intègre la nature dans les discussions climatiques, et on le fait aussi au niveau national, mais ça on en parlera tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup, Cécile. Jean, je reviens vers toi. Au cours de la journée, donc, il a été question de la nécessité pour l'ensemble des acteurs de travailler ensemble pour faire progresser et amplifier les actions collectives. Est-ce que tu pourrais partager un ou plusieurs exemples de collaborations concrètes que vous menez actuellement en WWF? Bien sûr. Oui. Alors, on fait de la collaboration permanente. On parlait des COP. Les COP, c'est un peu le moment où les États, les ONG, les entreprises se retrouvent et coopèrent pour essayer de trouver des solutions ensemble. Bon, parfois on va dire, par des voies séparées, mais à la fin, on se rejoint. Nous, au WWF, comme je le disais, on travaille de longue date avec les entreprises, et on s'appuie sur les entreprises parce qu'on est persuadé que c'est par l'économie qu'on arrivera à changer les choses, à la fois pour le climat et pour la biodiversité. On a une méthode scientifique qu'on a développée historiquement pour le climat qui s'appelait SBTI, donc Science Based Target Initiative, de façon à ce qu'on puisse avoir une méthode scientifique rigoureuse pour certifier que des entreprises ont une trajectoire climatique qui va tendre vers la neutralité carbone. Ça, c'était une initiative WWF qui, depuis, a pris son indépendance et qui fait consensus maintenant à peu près parmi les entreprises. Et
il y a quelques années, l'idée a été d'appliquer le même raisonnement à la biodiversité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à concevoir une méthode scientifique rigoureuse pour qu'une entreprise réduise ses pressions sur les écosystèmes, donc à la fois sur la terre, sur les océans, sur l'eau douce. Bon, quand on dit ça, on voit que c'est tout de suite très compliqué parce que autant une tonne de carbone, c'est une tonne de carbone et on sait à peu près comment les réduire. Autant sur la biodiversité, c'est tout de suite beaucoup plus complexe parce que les écosystèmes sont très différents d'une géographie à une autre et puis entre eux, évidemment. Donc cette méthode beaucoup plus complexe, on la teste depuis le début avec des entreprises qui ont le courage, le temps, l'énergie de se lancer dans ce chantier, mais avec des résultats assez probants. Nous, on accompagne côté VVF des entreprises comme Carrefour, comme URW, comme Bell, comme Hermès, Sodexo, dans cette transition vers un impact réduit sur la biodiversité. Mais notre objectif, c'est que cette méthodologie fasse le plus grand consensus et puis devienne un petit peu la norme. La norme, on en est loin pour le côté, on va dire, purement réglementaire, mais au moins la norme parmi les entreprises, que ce soit disons, le modèle, le référentiel le plus accepté. Pour ce faire, on s'appuie sur des collaborations, justement. Il y a des collaborations qu'on fait ici même avec le ministère de la Transition écologique et le CGDD. Il y a eu, il y a 2 ans, un événement qui a été lancé qui s'appelait le Roclore de la biodiversité. L'idée du Roclore, c'était que chaque filière puisse s'engager sur comment réduire son impact biodiversité. Donc ça a commencé avec 4 filières pour être précis, donc le bâtiment, le tourisme, les cosmétiques et l'agroalimentaire. Et donc, depuis 2 ans, on travaille régulièrement avec les services de l'État, avec les filières, pour voir comment les engager sur une voie un peu similaire à SBTN. Et bien sûr, on travaille avec les entreprises pour que la dizaine, la vingtaine d'entreprises françaises qui aujourd'hui travaillent sur SBTN puissent partager leur expérience, puissent se nourrir mutuellement. Et ça, c'est grâce à l'OFB qu'on a pu lancer le Lab Transition Nature, qui regroupe une douzaine d'entreprises, entreprises pionnières, qui peuvent échanger sur leurs expériences, qui peuvent un petit peu se motiver, s'inspirer sur comment mettre en œuvre SBTN à leur échelle, et puis évidemment inspirer d'autres acteurs. Et on est très content d'avoir une dizaine d'entreprises qui toquent à la porte pour elles aussi pouvoir rejoindre le lab et comprendre comment mettre en œuvre SBTN. Donc ça, c'est des exemples de collaboration avec des entreprises, des filières et les services de l'État qui nous semblent très précieux. Et évidemment, on collaborera avec plaisir avec Swile pour qu'ils rejoignent le lab ou SBTN. Merci beaucoup, Jean, pour ces exemples de collaboration. Colline, je vais te poser à peu près la même question que pour Jean. Mais votre démarche chez Swile repose sur une vision qui est écosystémique et qui intègre l'ensemble des parties prenantes et de la chaîne de valeur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que vous mettez en place cette collaboration au quotidien ? Oui, tout à fait. Et je vais déjà remercier Jean pour son invitation et te dire quand même qu'on va déjà faire SBTI avant de faire SBTN. Voilà, première étape. Donc pour revenir sur la collaboration, la coopération, alors oui, chez nous c'est essentiel, comme chez toutes les entreprises. Pour vous donner un ordre d'idée, si on prend notre bilan carbone, la photographie, on va dire notre impact sur le climat, pour faire simple, 97% de notre impact, c'est le scope 3. Donc c'est ce qui se situe en amont et en aval de notre chaîne de valeur, c'est tout ce qu'on achète. C'est pas une particularité, c'est le cas de quasiment toutes les entreprises de services, les entreprises tech dont on fait partie. Donc on ne peut pas agir sur l'environnement sans coopération avec notre chaîne de valeur. Donc pour l'instant, encore une fois, nous on est jeunes, on est au début de notre démarche. Plus qu'une logique de coalition externe, on est déjà dans une logique de coopération interne avec notre chaîne de valeur, enfin de coopération externe avec notre chaîne de valeur. Et là, il y a énormément d'opportunités. Je vous parlais tout à l'heure de l'analyse de cycle de vie qu'on a faite. Elle nous a énormément apporté d'éléments sur les impacts de notre produit, sur
tout le cycle de vie, qu'est-ce qui avait le plus d'impact, où est-ce qu'on pouvait agir justement pour diminuer l'impact. Et on a initié un travail de co-construction vraiment de collaboration très poussé avec nos fournisseurs stratégiques qui fabriquent, livrent notre carte, notre pack, l'emballage de la carte Swile, pour optimiser. J'ai une slide encore puisque j'aime les illustrations. Pour optimiser notre prestation, notre offre de produits, et pour porter cette logique d'éco-conception de bout en bout. Donc on vient vraiment travailler tous les éléments de la fabrication, le sourcing de la fabrication. On est en train de relocaliser pour proposer du Made in France. Le transport, on collabore avec nos transporteurs. On a de la chance en France parce que ça bouge sur ce secteur avec un dernier kilomètre qui est en train de se décarboner, donc c'est super intéressant. L'usage aussi, avec des problématiques environnementales, mais aussi, j'en parlais, sociales, une logique d'accessibilité, des fonctionnalités de don dont je vais peut-être reparler, et puis une fin de vie aussi, une logique de fin de vie améliorée. On s'est rendu compte, et c'était fou, qu'il n'existait pas en France de filière de recyclage des cartes bancaires. On est un peu tombé des nues, et donc on a travaillé longuement avec l'écosystème français pour trouver un acteur qui pouvait recycler les cartes d'une manière qui soit aboutie d'un point de vue environnemental, sachant que l'enjeu, c'est la puce. C'est ça qui a le plus d'impact, et qui a d'ailleurs le plus de pression sur la biodiversité. Voilà, donc on a fait toute cette démarche-là. C'était une démarche très riche, on ne va pas se mentir, c'est pas que simple. C'est des changements, c'est bousculer les habitudes, c'est au départ peut-être des coûts aussi, mais ça nous a permis d'aboutir à une proposition de valeur commune avec nos partenaires commerciaux qui étaient hyper, pareil, novatrices et différenciatrices sur le marché. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, Swile, c'est un écosystème très large. Chez Swile, on a donc toute notre chaîne de valeur, nos fournisseurs en amont, en aval. On a des affiliés restaurateurs qui sont nos marchands, chez qui les clients de Swile vont dépenser, que ce soit en titre restaurant ou en chèque cadeau. Donc là, on est en train de tester des choses aussi avec eux. On en est au début, mais l'idée, c'est de voir, on est en train de lancer par exemple un cycle de formation, de webinaires pour les sensibiliser à ces problématiques. Les restaurateurs, leurs enjeux, c'est payer leurs factures. Donc on essaie aussi de concilier leurs intérêts, encore une fois, économiques avec les enjeux environnementaux. Comment peut-être ils peuvent agir sur leurs assiettes, proposer des menus qui soient un petit peu plus bas carbone. Donc ça, c'est un exemple de collaboration. On travaille aussi avec tout un tissu, un maillage local très fort. On est très ancré en Occitanie, par exemple. On a été fondé à Montpellier, on a encore beaucoup d'activités là-bas, ainsi qu'à Toulouse. Donc on s'implique avec les territoires. On rejoint là, tout récemment l'Agence des transitions à Montpellier. On a aussi un maillage très fort avec le tissu associatif. Alors on ne travaille pas encore avec le WWF. C'est une question d'heure, mais on travaille avec des associations qui luttent contre la précarité alimentaire. On a innové aussi dans ce domaine-là en proposant des fonctionnalités de dons facilités. Si vous êtes détenteur d'une carte Swile et d'une application Swile, vous pouvez très facilement, en un clic, faire don de vos titres restaurants, soit en ponctuel, en arrondi. Enfin, voilà, on a fait en sorte que ce soit très, très facile à utiliser. Donc voilà, il y a plein de choses à inventer à ce niveau-là. Et pour revenir un petit peu sur la manière dont on consulte et dont on fait participer nos parties prenantes, alors il y a des mécanismes que vous connaissez probablement qui sont très méthodologiquement ancrés. Par exemple, l'analyse de matérialité, qui est d'actualité en ce moment pour beaucoup d'entreprises avec la CSRD. Nous, c'est la première chose qu'on a faite en arrivant chez Swile. Donc, c'était très scolaire de faire ça, mais ça nous a beaucoup aidé quand on est arrivé en 2022 à comprendre le panorama de nos parties prenantes et les enjeux auxquels on devait s'attaquer en priorité. Et puis, on pratique aussi une écoute très fine des signaux du marché. Et là-dessus, on a un petit peu deux logiques. On a une écoute des signaux forts, on va dire. Je vous en parlais un petit peu précédemment. On voit une montée en puissance des sujets RSE dans les appels d'offres et on a beaucoup parlé de backlash aujourd'hui.
Mais nous, clairement, même si on n'est pas forcément représentatif de toutes les entreprises, on ne voit pas le backlash. À l'inverse, on voit une montée exponentielle des attentes RSE qui sont de plus en plus fortes, à la fois en nombre et en intensité et en granularité. Et on en est ravis, on se dit qu'on a énormément de chance d'être challengé quand on a un Carrefour, un SNCF, qui, par exemple, SNCF, on a eu 30% de la note de notre appel d'offres qui était sur la RSE. Et les questions allaient très loin. Comment vous nous aidez à décarboner les titres restaurants? Comment vous décarbonez Swile en tant qu'entreprise? Voilà, donc c'est vraiment très fort. Donc nous, on se base énormément sur cette analyse-là pour vous dire, on est même allé jusqu'à recruter une experte RSE business qui prend en charge cette partie analyse et réponse aux appels d'offres et qui nourrit toute la roadmap de nos équipes. Et puis, on fait aussi une analyse fine des signaux faibles. Et pour ça, bien sûr, on collabore avec notre écosystème, mais on se base aussi sur des canaux évidents. Par exemple, le service client. On a un super service client chez Swile. Et en fait, on a beaucoup de remontées de nos utilisateurs finaux. Et ça a souvent amené à des déclencheurs. Typiquement, je vous parle de ce cycle de vie. Quand on est arrivé en 2022, on avait un emballage de la carte Swile, pour ceux qui l'ont connu, qui était magnifique, mais qui était énorme, en plastique verni, avec des autocollants. Et en fait, on s'est pris des remarques de clients qui nous disaient « mais c'est pas possible, en fait, vous pouvez faire mieux ». Et concrètement, ça a enclenché des vraies discussions en interne chez Swile et ça nous a amené à complètement optimiser ce pack-là. Voilà. Très bien, merci beaucoup Colline pour ce partage d'expérience. Cécile, du côté de l'OFB, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que vous développez des partenariats avec différents acteurs, et en particulier les acteurs privés, pour renforcer la portée des actions de l'OFB? Est-ce que de la même manière, tu pourrais nous partager un ou deux exemples concrets? Déjà, on se réjouit de savoir qu'il y a des équipes RSE aussi dynamiques que les vôtres. Donc, l'Office français de la biodiversité, on a 3 grandes missions. La connaissance, donc on parlait tout à l'heure du fait qu'il faut mieux connaître et mieux mettre à disposition la donnée. C'est ce qu'on fait, nous, sur la biodiversité en France. On a une partie d'accompagnement des acteurs, et ça, c'est l'ensemble de la société civile. Je vais vous en parler un petit peu plus. Et on a une partie protection. Donc, on a la police de l'environnement en France, c'est 1700 inspecteurs, et des aires protégées. Donc ça, c'est pour le cadre général. Donc sur l'accompagnement, nous, on a ciblé l'ensemble des acteurs de la société civile. Donc on va travailler avec les citoyens, les jeunes. On fait par exemple des aires éducatives. On va travailler avec les collectivités territoriales. On a développé un programme que vous connaissez peut-être qui s'appelle les Atlas de la biodiversité communale. C'est chaque collectivité qui va faire un inventaire de la biodiversité qu'elle a sur son territoire et potentiellement l'intégrer après dans son plan d'urbanisme pour la protéger. 10% des communes en France sont couvertes par un atlas. Ça veut dire que 10% des communes en France savent à peu près ce qu'elles ont comme biodiversité dans leur territoire. Et après, donc, on a les collectivités et on a bien sûr donc, les entreprises. Et là, on a plusieurs programmes d'accompagnement qui visent à intéresser les entreprises à leur empreinte et les mobiliser pour qu'elles aient un plan d'action et qu'elles mènent des actions comme Swile fait, c'est évaluer quel est notre impact, comment on peut le réduire. Donc on a notamment un programme qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature. On a à peu près 200 entreprises engagées et donc on les accompagne pour monter ce plan d'action-là avec des experts, etc. Et dans la stratégie nationale biodiversité que la France s'est dotée depuis donc la COP 15 biodiversité. Donc on a une stratégie nationale biodiversité qui a été adoptée en 2023 et qui donne des objectifs pour augmenter la mobilisation des entreprises, des territoires, etc. Donc normalement on a une cible d'arriver à 5000 entreprises d'ici 2030. On va peut-être avoir un peu de mal, mais on est aidé par plein de partenaires, dont le WWF, pour engager davantage les entreprises. Et l'approche par filière est très intéressante parce qu'en fait, il faut que les entreprises par filière, elles comprennent quelles sont les pressions qu'elles exercent sur la biodiversité. C'est très différent de l'une à l'autre parce qu'effectivement, on touche à des choses très variées. L'eau, d'ailleurs, vous l'avez un peu dans votre l'eau, l'utilisation des terres, etc. Et je vais vous donner un exemple très récent. Hier, on était aux Assises de la mer, Assises de l'économie de la mer, et on a accompagné le cluster maritime français, donc les entreprises de la filière maritime, à publier un guide qui dit
entreprise par enfin filière maritime par filière maritime, quelles sont les pressions qu'elles exercent et comment elles peuvent les réduire. Donc ça peut être des trucs très concrets. Je vais lâcher mon ancre sur un herbier de Posidonie, etc. Comment je fais pour réduire cet impact-là? Comment je fais pour réduire ma pollution sonore, etc. Donc c'est très spécifique. Et après, on a par exemple un MOOC, donc une formation en ligne qu'on a développée avec le MEDEF et la LPO, qui permet aux équipes RSE de mieux savoir qu'est-ce que c'est la biodiversité, comment évaluer critère par critère pour réduire tout ça. Voilà, donc ça c'est vraiment le cœur du travail de l'OFB. Et un dernier très beau programme qu'on a développé, qui est à destination des PME, ça s'appelle le DIAC Biodiv. C'est exactement dans le même esprit, c'est accompagner des PME pour qu'elles connaissent davantage leur empreinte biodiversité. Et donc on l'a développé avec BPI, on donne une subvention. Donc vous avez 6 000 €. Vous devez payer 6 000 € dont subvention OFB et vous avez un accompagnement par un bureau d'études pendant 10 jours, ça peut s'étaler sur 3 à 6 mois. Ils vont vous aider à évaluer quelle est votre empreinte et quel peut être votre plan d'action. Et in fine, on espère que toutes ces PME qui font ça pourront devenir entreprises engagées pour la nature, etc. Donc ça, c'est vraiment... Enfin voilà, nous, on a à cœur à l'OFB, c'est notre action de mobiliser la société civile, les entreprises, les territoires, pour prendre mieux en compte la biodiversité dans leurs activités. Bon, merci beaucoup Cécile pour ces exemples très inspirants et c'est vrai qu'on l'a vu, ce serait très important. Les collaborations entre le secteur public et le secteur privé sont vraiment décisives. Et j'ai oublié de parler du pacte mondial, bien sûr, puisque la table ronde est animée par le pacte mondial qui nous aide aussi à toucher davantage d'entreprises pour qu'elles deviennent entreprises engagées pour la nature. Donc c'est un relais hyper important aussi pour l'OFB. Et le pacte mondial qui nous aide aussi pour le lab. Donc on peut quand même aussi remercier le pacte mondial, c'est vrai. Merci beaucoup. Jean, si on se projette un petit peu dans l'avenir, la période post-Belém sera particulièrement importante et critique à bien des égards. Quel engagement de rupture ou voire une politique audacieuse est-ce que WWF s'engage à pousser pour faire converger l'action des acteurs non étatiques et sortir en quelque sorte des sentiers battus ? Alors, effectivement, c'est vraiment l'actualité puisque hier, nous avons pris une décision radicale au WWF et qu'on aurait pensé clairement impossible il y a 10 ans, mais qui part d'un constat assez simple, c'est que le temps nous manque et, comme je le disais, l'argent nous manque. L'argent pour le WWF, évidemment, même si on compte sur Swile maintenant, mais à l'échelle mondiale, pour financer la transition climatique et pour financer la réduction de nos pressions sur la biodiversité, il va falloir des gros moyens financiers. Il y a un débat qui a émergé depuis plusieurs années, c'est celui des crédits biodiversité. Les crédits biodiversité, pour faire simple, une entreprise paye pour une action de préservation de la biodiversité et se voit rémunérée en crédit. Alors, ça rappelle franchement ce qu'on a vu avec les crédits carbone. Les crédits carbone qui avaient été lancés en 1997 avec le protocole de Kyoto, où l'idée était en quelque sorte, des entreprises vont payer pour réduire des émissions de gaz à effet de serre et puis elles se verront attribuer des crédits carbone dans leur bilan carbone. C'est un marché qui est basé sur le volontariat et qui a donné lieu à tous les excès possibles et imaginables, ce qui fait qu'aujourd'hui les crédits carbone ont très très mauvaise presse parce que ça a été l'occasion de spéculation, ça a été des conditions d'opacité totale où on arrivait à vendre plusieurs fois le même crédit, ça a été tous ces projets de compensation avec lesquels on a été bercé, enfin moi j'ai été bercé quand j'étais adolescent sur la fameuse idée de acheter tel produit, on plantera un arbre en échange. Ça a donné lieu vraiment à du grand n'importe quoi. Et alors le bilan total n'a jamais été tracé des crédits carbone, mais ont-ils eu jamais un impact positif pour la planète? C'est discutable. Aujourd'hui, face à cette mauvaise presse, les crédits carbone sont davantage surveillés, contrôlés, utilisés avec beaucoup plus de parcimonie aussi. Et c'est dans ce contexte-là qu'a émergé l'idée de peut-être pourrait-on faire la même chose avec la biodiversité, même si pour la biodiversité, comme je le disais pour la comparaison SBTN, SBTI tout à l'heure, autant un crédit carbone, une tonne de carbone égale une tonne de carbone, autant pour la biodiversité, ça va être compliqué de trouver un métrique unique qui permette de dire qu'un hectare de forêt tempérée égale X hectares de forêt tropicale, vous prenez dedans les espèces qui peuvent y vivre, etc. etc. C'est extrêmement complexe. Néanmoins,
le VVF a pris une décision radicale, c'est de se dire nous allons nous lancer dans, alors on appelle pas ça des crédits biodiversité, parce que les crédits, comme je le disais en mauvaise presse, dans des certificats biodiversité. Et donc le VVF va vendre des certificats biodiversité aux entreprises en faisant le pari qu'il existe un marché aujourd'hui pour que des entreprises viennent acheter ces certificats biodiversité avec la garantie d'un certificateur tiers, mais aussi du VVF, que les projets financés sont évidemment sérieux. On va se lancer, c'est ce qu'on a annoncé hier, dans l'agriculture, c'est-à-dire que nous allons, très concrètement, aider des agriculteurs à se décarboner et à passer au bio, avec toute une série de critères et d'indicateurs que j'aurai plaisir à vous détailler, mais ça implique notamment le nombre de bourdons qui sont générés un an après sur l'exploitation. Et on a appelé ça des crédits du vivant qui prennent, et c'est ça qui est important, c'est ça qui est radical, c'est ça qui est très novateur, qui prennent justement le carbone, parce qu'on est parti de l'idée qu'il n'y avait pas de marché crédit biodiversité, donc il fallait s'appuyer sur le marché des crédits carbone en vendant en quelque sorte des tonnes de carbone garanties par la biodiversité. Ça paraît un peu complexe comme ça, c'est proprement révolutionnaire, ça fait grincer quelques dents dans le secteur des ONG, et clairement, ça aurait été impossible à envisager il y a seulement 10 ans, au moment des accords de Paris, qu'un jour, le VVF se lancerait dans cette vente de crédits carbone, même garantis par la biodiversité. Mais c'est un constat que nous sommes désormais assez matures sur qu'est-ce qui a raté dans les crédits carbone, assez matures aussi pour voir qu'est-ce qui marche dans la biodiversité, et donc nous dire que parce que nous avons ces besoins financiers, nous sommes capables d'aller les chercher aujourd'hui avec des crédits carbone garantis par la biodiversité, crédits du vivant, certificats biodiversité, appelons-les comme on veut, mais voilà, qu'on est prêt à se lancer dans cette démarche qui est une manière voilà, de répondre encore une fois à cette urgence de l'effondrement de la biodiversité et au manque criant de moyens dont on dispose pour y faire face. Super, merci beaucoup Jean pour ce partage et pour cette annonce. Peut-être une précision pour les entreprises et les acteurs qui sont intéressés et qui veulent s'engager. Eh bien, ma carte de visite est à disposition. Très bien. Colline, question pour toi qui est un petit peu dans la continuité de la question posée à Jean. Quels engagements de rupture est-ce que Swile souhaite promouvoir pour impulser un véritable changement de paradigme, pour aller encore plus loin ? Et selon toi aussi, quelles recommandations pourraient être adressées aux autres acteurs, en particulier les acteurs publics, puisque nous avons ici l'OFB, mais nous en avons d'autres dans la salle, pour renforcer les dynamiques de collaboration ? Alors, sur les engagements, je vais plutôt parler des engagements de rupture ou de continuité, à voir comment ils appellent, que Swile va prendre. Et va continuer à prendre. Notre premier engagement, c'est d'accompagner la digitalisation de nos clients. On a beaucoup parlé aujourd'hui justement d'apporter des nouveaux narratifs, des solutions. Nous, on fait ce pari-là. On voit vraiment les bénéfices d'aller porter ce discours de solutions, d'innovation. Et on sent que c'est comme ça qu'on peut faire converger les intérêts économiques et les intérêts environnementaux. Donc, je vous ai donné toutes ces illustrations sur la manière dont on le fait avec la digitalisation de nos services aujourd'hui et avec cette donnée transparente, détaillée. Mais on le fait sur toutes les lignes de services qu'on développe. Je vous le disais en introduction, Swile aujourd'hui c'est aussi Swile Travel. Peut-être que vous avez vu notre campagne de communication dans les gares parisiennes qui n'a pas fait dans la discrétion comme Swile aime bien le faire. Donc voilà, on est en plein processus d'innovation autour de tout ça. Ça veut dire quoi une plateforme de réservation de voyages professionnels en 2026 ? Comment on fait avec les enjeux de décarbonation, de mobilité longue distance ? Comment on invente tout ça ? Quelles sont les fonctionnalités dont nos clients ont besoin ? Typiquement, on a lancé là 2 fonctionnalités dans cette logique-là. La première, c'est un tableau de bord de l'impact CO2 des déplacements professionnels qui entrent dans le bilan carbone des entreprises. Et donc, un gestionnaire qui utilise Swile Travel est en mesure d'analyser assez finement aujourd'hui l'impact des déplacements professionnels de l'entreprise par route, par équipe, par période, par destination, par moyen de transport aussi, pour informer et enrichir sa politique
de voyage responsable. On tourne aussi ces innovations vers les utilisateurs finaux, qui sont aussi nos clients, qui sont très importants. Donc typiquement, on est en train de tester le report modal. Si vous réservez un avion, mais qui est une alternative nationale, plus efficace en train, bon, bah voilà, on va vous la suggérer. Donc bien sûr, nous, on n'impose pas, ce n'est pas notre rôle d'imposer, mais on met en lumière les alternatives qui existent. Donc voilà, on va vraiment vers ça chez Swile et beaucoup de choses sont à inventer et à construire et on est très excités par toutes ces opportunités. Et après, l'autre engagement de rupture et la voie qu'on porte chez Swile, c'est la trajectoire en fait. Comme je vous le disais, nous, notre trajectoire environnementale, elle n'était pas évidente. Notre trajectoire climat, on l'a initiée en 2022. On avait un bilan carbone, sincèrement, qui ne voulait rien dire. On était une entreprise neutre en carbone, je cite. C'était pas... voilà, on juste reprenait une situation, une RSE qui était très organique à l'époque. Et on est venu organiser un petit peu tout ça. Et en 3 ans, on a encore tout à faire, mais très modestement. On sait aussi qu'on a beaucoup progressé. Et les outils existent, en fait. C'est ça que je voudrais dire, et c'est l'engagement qu'on va prendre, c'est de s'appuyer sur ces outils-là, à commencer par les outils pour avoir un bilan carbone fiable. Nous, on utilise par exemple la plateforme Sweep, qui est super. On s'appuie sur le GHG protocole, qui est une méthodologie éprouvée à l'international. Notre prochaine étape, c'est de faire valider nos cibles SBTI, donc la Science Based Target Initiative, qui est une super initiative internationale qui permet aux entreprises de prendre des engagements de décarbonation basés sur la science du climat. Donc voilà, on espère avoir nos targets validés deuxième trimestre 2026. Voilà, donc tous ces outils existent. C'est des coopérations aussi à mettre en place. Donc ça, c'est un deuxième engagement. Et puis en termes de recommandations maintenant, effectivement, moi je donnerais plutôt une recommandation aux donneurs d'ordre et au secteur public qui est vraiment d'aller challenger vos entreprises en fait. D'aller les challenger, de leur poser des questions, de pas forcément, je ne sais plus qui mentionnait ça dans une précédente table ronde, aller pas forcément au plus facile, au plus évident, à la grille qui sert juste à cocher des cases. Combien on en a vu des appels d'offres qui cochent des cases avec des certifications, des choses comme ça. C'est super les certifications et nous on en poursuit et c'est très utile pour progresser, mais il n'y a pas que ça. Engager un dialogue, aller titiller les entreprises, poser leur les vraies questions. Nous, on nous demandait tout le temps si notre carte elle était en amidon de maïs ou en PVC recyclé, et en fait c'est pas l'impact, c'est pas le débat. Notre analyse de cycle de vie nous a informés sur le fait que l'enjeu n'était vraiment pas là. Par contre, les entreprises qui viennent nous challenger sur la décarbonation, sur les fonctionnalités qu'on peut proposer, sur notre chemin de progrès aussi, ça, on trouve ça super. Et on remercie d'ailleurs toutes les entreprises qui nous ont fait confiance à l'époque où on était dans une trajectoire. On n'avait pas grand-chose, mais par contre, on dessinait cette trajectoire, et celles qui nous ont écoutés, entendus, qui ont pris le temps de travailler avec nous. Et j'en ai pas parlé, mais je dis un petit mot là-dessus. Swile, on a aussi des activités au Brésil. Donc voilà, la COP, on suit d'autant plus près la COP pour ça. Et on a une experte ESG au Brésil qui s'occupe de tous ces sujets-là. Et on collabore aussi, c'est une autre voie de collaboration. On travaille beaucoup, bien sûr, directement avec elle. Et je peux vous dire qu'elle est ravie de travailler dans une entreprise européenne parce qu'en fait, les sujets sont beaucoup plus avancés. Claude en parlait dans la précédente table ronde. Je pense que le backlash là-bas, il a aussi été réel il y a quelques années. Et en fait, elle est vraiment, drivée par ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place en France, et par les demandes d'entreprises qui sont aussi des entreprises européennes qui ont des activités au Brésil et qui viennent challenger les équipes au Brésil sur ce qu'elles peuvent faire aussi sur place. Voilà, et pour les personnes qui ne sont pas du secteur public et qui sont des consommateurs finaux, pareil, écrivez au service client, allez vous plaindre de tout ce qui ne va pas chez vos marques pour qu'elles puissent prendre ça en compte à l'avenir.
Merci beaucoup, Colline. J'espère que ces recommandations seront entendues. Cécile, alors que la période à venir exige des transformations profondes, quels engagements structurants est-ce que l'OFB entend porter et avec quels acteurs pour construire des solutions communes qui seraient à la hauteur des enjeux? Donc déjà, je note que les entreprises veulent être davantage challengées. C'est rare qu'on nous dise ça. Et du coup, il y a un gros challenge qui va arriver bientôt et sur lequel l'OFB travaille énormément. C'est le règlement restauration de la nature, qui est une réglementation européenne, pas internationale, mais européenne, et qui se base sur un constat un peu triste, qui est que 80% des terres des habitats européens sont dégradés. Et donc, partant de ce constat-là, l'Union européenne a signé en 2024 ce règlement restauration de la nature, et la France va avoir 2 ans pour préparer son plan national de mise en place de mesures pour restaurer tout ça. Donc on a, d'ici 2030, l'exigence de mettre en place des mesures sur 20% de nos terres dégradées en France, et l'objectif, c'est d'ici 2050 que tout soit restauré. Donc c'est un challenge important sur lequel on est très ambitieux, dynamique, parce que ça peut vraiment être un vecteur de changement dans nos pays respectifs. Et justement, en termes de financement, plein d'innovations du type certificat biodiversité peuvent venir aider à financer tout ça. Donc c'est une très bonne chose que de plus en plus d'acteurs s'y mettent. Il faut trouver effectivement les bons critères et les bonnes certifications, les bons vecteurs, etc. En tout cas, nous, l'OFB, on est très impliqués dans l'élaboration de ce plan pour que ce ne soit pas fait n'importe comment, qu'on ait des vrais indicateurs. Et donc, ça nécessite d'analyser le territoire et de savoir qu'est-ce qui ne va pas et comment on fait pour que ça aille mieux. Donc, on n'avait pas rien fait depuis. On a notamment en France, en Europe, les sites Natura 2000, qui sont des zones identifiées comme étant plus fragiles et plus importantes pour la biodiversité. Et on met en place déjà plein de choses dessus. Donc, on ne va pas partir de rien. Mais voilà, c'est quelque chose de vraiment novateur qui arrive. Et ce n'est pas juste de la restauration du type planter des arbres. Nous, à l'OFB, on parle énormément de restauration passive. C'est-à-dire que vous prenez un habitat fragile et vous levez les pressions. Donc vous allez par exemple sur un habitat marin où on exerce du dragage sur des fonds sensibles, et négocier avec les pêcheurs du coin pour peut-être éviter cette zone-là. Voilà, c'est lever au maximum les pressions. C'est pas juste aller replanter parce que ça c'est très coûteux et pas forcément efficace sur le long terme. Donc on a un exemple que je vais prendre pour mon copanéliste qui connaît bien et je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la Posidonie. On a déjà des exemples en France de restauration passive et active de la Posidonie. Et ça, c'est un bon exemple d'un travail hyper partenarial. On a, par exemple, sur la commune de Hyères, identifié des zones où la Posidonie ne va pas bien et a été dégradée. Et donc, on va travailler avec des mécènes qui vont financer, avec la collectivité, avec l'État, avec des associations, pour dire, là, à cet endroit-là, on va incruster des bouées au lieu que les bateaux mettent leurs ancres. Et donc, au fur et à mesure, la Posidonie va pouvoir progressivement, parce que c'est supralent, repousser. Et donc ça nous est permis par plein d'initiatives diverses et variées. Ça peut être des projets européens et ça peut être aussi des projets où les citoyens s'impliquent. Donc il fallait que je fasse à un moment donné la pub à un jeu de grattage qui s'appelle Mission Nature, qui a été développé comme sur le principe du loto du patrimoine de Stéphane Bern. Donc vous achetez des tickets à gratter et une partie de ces financements vont pour l'OFB qui va financer des projets portés par des partenaires, dont le WWF en France. Et donc la Posidonie en a bénéficié dans la baie de Saint-Tropez. Donc ça, c'est vraiment hyper important, la restauration passive, active. Il va se passer beaucoup de choses. On va pouvoir protéger plein d'écosystèmes. Donc, pour terminer, je pense, cette table ronde sur des notes positives, et puis parce qu'on a eu des constats un peu tristes aussi, il se passe vraiment des vraies choses, surtout au niveau de l'Union européenne. Et en France, l'État ne fait pas rien. L'État s'appuie sur des partenaires essentiels, les entreprises, les associations, les collectivités. Et voilà, ça avance quand même. Oui, merci beaucoup Cécile pour cette note positive pour terminer cette table ronde. Et merci à vous tous et toutes pour vos témoignages riches et inspirants. Je me tourne vers Simon pour savoir si on a le temps pour 1 ou 2 questions. Oui, très bien. Si vous avez des questions, c'est...
Oui, merci à tous. Je voudrais poser deux questions. La première, au WWF, ce n'est pas exactement dans le cadre de la table ronde, c'est plutôt celle d'avant. Alexandra Palt a lancé toute une comment dirais-je, interrogation citoyenne, etc., contre le backlash et tout. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, parce que justement ça complète ce qu'on a dit sur la citoyenneté. Et également pour Cécile, nous avons l'année dernière, les 3 COP marchaient ensemble au niveau des dates et on a énormément parlé, non pas de la fusion des COP, mais de rapprocher les COP les unes des autres. Il y avait tout un mouvement là-dessus, dont d'ailleurs l'actuel ministre de l'Environnement faisait partie. On en parle beaucoup moins, même s'il y a plus de correspondance. Est-ce que vous pouvez, parce que quand même le sujet c'est quelle convergence pour accélérer, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre position à l'Office là-dessus? Est-ce que les relations climat-biodiversité s'accentuent beaucoup? Est-ce qu'à Belém, par exemple, il y a des projets là-dessus, etc. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre, mais je risque de vous décevoir un petit peu sur le chantier lancé par notre présidente, effectivement, Alexandra Palt, qui, il y a un an maintenant, je crois, enfin sitôt après son arrivée au WWF, a effectivement enclenché toute une réflexion sur pourquoi ce backlash, comment ça se fait que nous, ONG, nous n'arrivons plus à parler au grand public. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais dans la première question, sur, en quelque sorte, nous avons perdu notre magistère moral et notre expertise qui faisait qu'auparavant, enfin, depuis une période relativement récente, depuis le Grenelle de l'environnement en gros, quand le WWF parlait, on l'écoutait parce qu'on avait confiance en sa parole et on avait pris conscience que le changement climatique était un enjeu important. Nous n'avons plus cette capacité à parler, et donc le travail lancé par Alexandra, c'est effectivement pourquoi, comment ça se fait et comment est-ce qu'on peut parler aux Français. Et c'est dans une semaine, très précisément, dans le 13 novembre, dans une semaine et un jour, que lors d'une conférence de presse, notre présidente va justement dévoiler les enseignements de cette recherche. Oui, non, mais au contraire, ça me permet de faire le teasing, donc c'est encore mieux. Donc voilà, on va dévoiler effectivement quels sont les enseignements de cette réflexion, comment parler d'écologie sans parler d'écologie, puisque c'est ça le constat numéro 1, c'est que en fait, quand on parle d'écologie, on n'est plus écouté, peut-être parce que justement, en fait, on a fait le travail. Maintenant que tout le monde a pris conscience qu'il y avait un changement climatique, il faut dépasser ce cap. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais dans la première partie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on parle d'écologie à travers les questions de santé, à travers les questions de géopolitique, à travers les questions de patrimoine. Et c'est pas un hasard si Mission Nature s'inspire du loto du patrimoine, c'est que la nature est un patrimoine et on a besoin de parler aujourd'hui d'écologie en parlant de ce patrimoine qu'on voit disparaître sous nos yeux. C'est toujours quelque chose qui m'amuse d'ailleurs quand je vois que les détracteurs des éoliennes souvent font référence à la biodiversité en disant on est en train de défigurer les paysages, on est en train de défigurer notre patrimoine. Et c'est là où on se retrouve pris dans un piège parce que effectivement c'est ce que nous défendons aussi, nous sommes pour la préservation du patrimoine, des espèces, etc. Mais voilà, donc c'est réussir effectivement à parler d'écologie sans parler d'écologie. Ça sera étayé par un sondage permettant de montrer que, et ça je peux le dévoiler en avant-première, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de rejet de l'écologie par les Français, qu'ils soient de droite, de gauche ou apolitiques. Tout le monde est préoccupé par les questions écologiques. Seulement, il y a le sentiment chez certains que l'écologie a été prise en otage, que l'écologie est devenue un sujet clivant qu'elle ne devait pas être, ce qui explique en partie le backlash que nous vivons aujourd'hui. Mais donc rendez-vous le 13 novembre au matin pour avoir les résultats de ce travail de plus d'1 an en effet. Alors l'OFB n'a pas de position officielle sur est-ce qu'il faudrait fusionner les COP climat, biodiversité. Déjà parce que on n'a pas de position officielle tout court. On est une agence du ministère de la Transition écologique et donc c'est nos tutelles
qui dicte le positionnement. Je le disais un petit peu tout à l'heure quand même, c'est qu'on parle quand même biodiversité à la COP Climat, donc bien évidemment sous un aspect un peu puits de carbone, etc., mais de plus en plus par rapport aux solutions fondées sur la nature. Et ça, de manière détournée, ça permet de parler de l'eau, de la forêt, de l'océan, etc. Je pense qu'il y a quand même aussi un enjeu qui est, quand on parle climat et biodiversité, le climat a quand même tendance à prendre un petit peu le dessus sur la biodiversité. Déjà parce que c'est un peu plus simple d'en parler avec les tonnes carbone, etc. Enfin, voilà, on en parle déjà depuis plusieurs dizaines d'années, c'est plus simple. La biodiversité, c'est plus complexe et on n'a pas des solutions... enfin voilà, on a du mal à la suivre. Donc je pense que c'est quand même pas une exigence, mais c'est quand même important de pouvoir avoir des moments dédiés dans des COP distinctes où on parle vraiment de la biodiversité qui recouvre énormément de sujets également et qui nécessite beaucoup de temps. Et je le disais tout à l'heure aussi, on a d'autres sujets. Il y a la COP désertification, il y a la COP océan. C'est quand même important d'avoir des moments où on en discute, mais par contre, les COP climat sont aussi l'opportunité de mettre tout ça au milieu et de regrouper ça à un moment donné. Donc pas de position officielle, mais je pense que c'est quand même bien d'avoir de toute façon de multiples moments internationaux où on discute de tous ces enjeux-là, ça en fait parler au grand public et ça permet des avancées progressives. La COP 15 a permis quand même la stratégie nationale biodiversité française, donc elles ont des vrais aboutissements derrière. Et on ne peut pas parler de toute façon de biodiversité sans parler climat et inversement. Il n'y a pas d'autres questions ? Merci encore pour vos témoignages. Bonjour, une petite question. Oui. Une petite question à Madame Vaillant. Je voulais savoir si vous avez trouvé la solution pour recycler ça. Parce que je suis client chez vous, Final, pardon. Et je voudrais savoir si dans quelques années, vous aurez trouvé la solution pour la recycler. Donc c'est une carte Swile. Bon, de toute façon, qu'elle soit Swile ou pas, oui, on a trouvé la solution. On a lancé cette année un programme de recyclage. Donc, je vous invite à aller sur notre page FAQ, comment recycler ma carte Swile, qui, par ailleurs, pour info, est une des pages les plus visitées de notre FAQ. Sachant qu'on a tout un tas de sujets, comment dépenser mes titres resto. Et donc, on a un moyen très simple de recycler la carte avec un envoi en papier libre, sans affranchissement, du coup. Et avec ce que je disais tout à l'heure, un processus de recyclage dont on est très, très, très heureuse en fait, chez Swile parce qu'il est très abouti. Il permet vraiment une recyclabilité qui est très forte sur toute la partie carte plastique et sur la partie puce. Et tout est revalorisé dans des nouveaux circuits. Voilà. Donc la réponse est oui. Très bien. Merci beaucoup pour vos partages qui rappellent encore et permettent d'illustrer à quel point le climat est vraiment l'affaire de tous les acteurs, et combien justement les acteurs non étatiques ont un rôle essentiel à jouer pour faire progresser les ambitions climatiques. Merci.